Dans cette vidéo, tu vas apprendre l'essentiel de React en 1 heure. À la fin de cette vidéo, tu connaîtras toutes les notions les plus importantes de React pour lancer tes premiers projets React tout seul et avec confiance. Je m'appelle Vi, Dev React professionnel, et ensemble on va attaquer React de zéro. Allez, c'est parti. Pourquoi utiliser React? Qu'est-ce que c'est et pourquoi on ne reste pas sur du JavaScript classique? Et pourquoi de plus en plus d'entreprises veulent intégrer React à leur site? Il faut comprendre que React, c'est une librairie JavaScript. Il n'y a pas de nouveau langage. Tout se base sur du JavaScript classique. Donc déjà, bonne nouvelle, toutes les personnes avec des bases en JavaScript peuvent déjà attaquer React. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une librairie avec une philosophie en composants. Une page internet n'est plus vue comme une page, mais comme un ensemble de composants. Et cette vision en composants, elle amène un double avantage. Le premier, c'est côté utilisateur, et le deuxième, c'est côté développeur. Côté utilisateur, parce qu'une page n'est plus vue comme une page, mais comme un ensemble de composants, si une portion de la page, donc un composant, est amené à être changé, c'est uniquement ce composant-là qui va être rechargé et non toute la page. Ça offre du coup une meilleure réactivité de tout le site et ça empêche que l'utilisateur se barre du site, de manière très concrète. Côté développeur, ça offre une meilleure expérience développeur. On code une fois et on réutilise plusieurs fois par plusieurs devs. C'est la notion de réusabilité du composant. Ça nous évite de recoder l'existant. Et ça offre un gain de productivité qui est considérable pour un développeur. Dans les deux cas, que ce soit utilisateur ou développeur, il y a un gain de temps qui est indéniable. Et il est justement tout là l'intérêt de React, ce gain de temps permis grâce à cette philosophie en composant. À titre d'exemple, prenons un site internet avec juste deux pages, une page login et une page commande. Tout au sommet de notre arbre de composants, on va retrouver app, notre composant parent, c'est le terme technique, le plus haut dans l'arbre. App va contenir lui-même deux composants enfants, c'est le deuxième terme technique, pour chacune des pages login et commande. À l'intérieur de la page login, on va retrouver d'autres composants enfants, logo et forme, qui eux-mêmes à leur tour vont contenir d'autres composants enfants, input et bouton. Pareil pour la page commande. Ici, grâce à la vision composant de React, on remarque un premier avantage. Le composant bouton a été codé une fois, mais utilisé à deux endroits différents. Deuxième avantage d'avoir opté pour React, c'est que dans la page commande, si j'utilise mon panel admin pour modifier des éléments de mon menu, c'est uniquement la partie menu qui va être rafraîchie et actualisée, et non toute la page commande. Et c'est justement ce rafraîchissement localisé qui va donner tout cet aspect très réactif et dynamique de l'application. Maintenant qu'on a compris la théorie, on va tout de suite attaquer un tout petit projet React qui va nous permettre de couvrir toutes les notions fondamentales en React, incontournables, qui va te permettre, premièrement, de voir, d'avoir une idée de comment fonctionne la librairie, et deuxièmement, de pouvoir te commencer tes premiers projets en React. Alors, un truc à comprendre déjà, c'est que si tu essaies de balancer un projet React dans ton navigateur comme ça, il va te péter à la gueule, il va pas comprendre, et ça c'est tout à fait normal parce qu'il va avoir besoin d'un environnement de développement qui va réunir tous les fichiers, qui va tous les compiler et les traduire en du code HTML, CSS et JavaScript valide et compréhensible par le navigateur. Cet environnement de développement, tu as deux manières de l'avoir. Soit tu passes par la méthode lente, et là du coup tu dois tout configurer, tout installer manuellement, ça c'est très bien lorsque tu as des besoins spécifiques. Soit tu passes par la méthode rapide, tu ne veux pas te casser la tête, et là tu vas passer par des solutions qui vont installer cet environnement de développement, tout ça pour toi avec un petit coup de bouton. L'une de ces solutions-là qui existe, c'est Code Sandbox. C'est un truc que j'aime beaucoup, c'est populaire, c'est très connu, c'est gratuit, c'est en ligne, et je t'ai laissé un lien dans la description pour que tu puisses accéder au site et commencer ce tuto-là avec moi. Alors une fois que tu es sur le site Code Sandbox, en haut à droite, tu as le petit bouton Create Code Sandbox, tu cliques dessus, et là tu vas avoir un ensemble de templates qui vont être mis à disposition. Tu identifies dans Official Templates celui où c'est écrit React by Code Sandbox. Tu cliques dessus, et là, boum, toute l'installation, tout l'environnement de développement est installé pour toi. On n'a besoin de rien faire, on peut commencer à écrire nos premières lignes de code React. L'une des premières choses que je vais vouloir faire tout de suite, c'est d'expliquer comment React injecte du code React dans le navigateur. Il va le faire via trois fichiers. Alors, le premier, c'est index.html. Nickel, tu sais quoi, je vais fermer ça. Le deuxième, c'est app.js. Et le troisième, entre les deux, c'est index.js. Nickel. Alors, tu sais quoi, je vais bien les disposer là au milieu de la barre verticale. Nickel. Superbe. Là, je vais fermer ça. Voilà comment ça fonctionne. Déjà, il faut comprendre que n'importe quel site internet, comme tu le sais, a forcément besoin d'une page HTML pour pouvoir afficher le projet. Et en l'occurrence, il s'agit de cette page HTML. Dans ma page HTML, au niveau de mon body, je remarque que je n'ai qu'une seule div qui a un ID root. Je le retrouve dans mon fichier index.js au niveau du document getElementById, ici, que je vais ranger dans une variable root. Très bien. À cet emplacement-là, index.js dit je veux que tu render, que tu affiches mon composant app. Très bien, app c'est quoi? C'est tout ce qui est à droite ici. La preuve, si là j'ouvre mon navigateur ici et que je change là hello code sandbox par hello, mon prénom la vie, nickel, j'ai bien hello v ici. Et là, si je triple-clique au niveau de hello v,
j'ouvre l'outil inspect de mon navigateur, clac, j'attends un tout petit peu, histoire qu'il identifie l'endroit, super, nickel. Il me dit bien, bon bah dans ma page HTML, au niveau de mon body, au niveau de la div qui a un ID root, injecte-moi mon titre et l'OVI. Voilà. Et c'est comme ça du coup que React injecte du code React dans le navigateur. C'est tout, il y a juste ça à savoir. On va fermer tout ça. Du coup, j'ai plus besoin des deux autres fichiers index.html ni index.js, puisque tout ce que je vais écrire dans app.js va être balancé dans le navigateur. Je rouvre ma structure de fichier, nickel. Une petite astuce qu'on peut faire tout de suite pour nous faciliter la vie pendant le reste du tuto, c'est d'installer en fait l'autocomplétion. Alors pour cela, si on est sur Mac, tu vas faire commande, virgule, et si tu es sur Windows, tu vas faire contrôle, virgule. Lorsque tu fais ça, tu vas arriver en fait sur Settings ici, d'accord? Là, tu as une petite barre ici, tu vas taper Emmet, nickel, et tu vas identifier là où c'est écrit Emmet Include Languages, et là tu vas faire Edit in Settings.json. Tu cliques dessus, superbe, Settings.json, je vais le mettre juste ici, très bien. Et en fait, il faut juste que là, de la ligne 18 à la ligne 24, tu t'assures pour avoir tout ce code-là. Alors t'inquiète pas, je t'ai mis en fait un lien dans la description pour que ça soit plus facile pour toi. Tu casses pas la tête, tu copies, tu colles bêtement en fait le code ici. Et dès que tu as fait ça, l'avantage, je ferme ça et je ferme ça. Je peux venir ici et à chaque fois que je vais pouvoir écrire H2, autocomplétion, il me le met directement. Nickel, super. Et là du coup maintenant je suis prêt à commencer à coder. Alors, on l'a compris, React c'est une librairie avec une philosophie en composant. Mais déjà, c'est quoi un composant? Comment on en crée un? Comment ça fonctionne et tout? C'est les questions auxquelles on va répondre là tout de suite. Là, la première chose que je vais avoir envie que tu fasses, c'est que tu supprimes tout ça, que tu gardes que le export en default. Tu vois, tu vas même retirer la première ligne aussi. Et là, tu vas écrire app simplement. Tu sauvegardes. Et là, c'est normal, il met une erreur, il me dit qu'en gros, j'essaie d'exporter par défaut un élément qui s'appelle app. Oui, mais app, il n'est pas défini. C'est normal parce qu'en fait, on va recréer le composant app ensemble pour que tu puisses vraiment comprendre. Là, on est en React moderne. Donc du coup, tous les composants qu'on va créer, c'est que des composants fonctionnels. Qui dit fonctionnel dit mot-clé function. Alors j'aurais pu utiliser const pour faire une fonction fléchée, mais là, par préférence purement personnelle, je vais écrire function. Comme toute fonction, en fait, un composant va avoir besoin de trois choses. Un nom, des paramètres et un ensemble d'instructions. Ce nom-là, tu choisis le nom que tu veux, il faut juste que tu te dises, il faut qu'il ait une majuscule. Là, en l'occurrence, je vais l'appeler app, parce que c'est l'élément que je vais exporter. Okay. Je vais lui ajouter du coup des parenthèses pour accueillir des paramètres, mais là on s'en occupera plus tard. Et ensuite des accolades pour des instructions. Si je sauvegarde, là déjà j'ai plus d'erreur, je suis plutôt content. Nickel. On va maintenant dire ce que va contenir notre composant. Là, ce que je vais t'expliquer là, je veux que tu retiennes ça à chaque fois que tu regardes un composant React, que tu penses à un composant React, je veux que tu le regardes vraiment, vraiment comme ça. D'accord? Un composant React, qu'est-ce que c'est? Un composant React, c'est trois choses. Trois parties internes, trois box, comme moi j'aime bien les appeler. La première box, c'est un state. Autrement dit, un état ou des données, de la data. La deuxième box, c'est un ensemble de comportements. Et la troisième box, c'est un affichage. En anglais, on va parler de render, qui en français se traduit littéralement par rendre, comme pour le rendu d'un affichage. Et ce rendu d'un affichage, il va être possible via le mot-clé return, dans lequel on va balancer que du JSX. Le JSX, qu'est-ce que c'est? C'est un langage qui a été inventé par Facebook qui va nous autoriser, grosso modo, à écrire du HTML dans un fichier JavaScript. Et en effet, là, c'est app.js et pas app.html. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, voilà, ce code, il va être, lors de la compilation, il va être traduit en du code HTML qui va être injecté au niveau de la div root. Okay. Donc là, à titre d'exemple, si je vais écrire par exemple un titre H1, que j'écris bonjour vie, je sauvegarde, j'ai bien bonjour vie. Ces trois boxes-là, state, comportement et affichage, vont interagir les uns avec les autres via des flux. Et ces flux-là vont rendre notre composant interactif. Et au niveau de l'ordre des flux, c'est comme ça que ça fonctionne. On va commencer par définir un state qui va accueillir de la donnée dynamique. Cette donnée dynamique, on va vouloir la projeter sur notre affichage pour le rendre dynamique lui aussi. Dans notre affichage en entier, on va avoir plusieurs éléments d'affichage. Un titre, un lien, un bouton. Et sur chacun de ces éléments d'affichage, on va vouloir brancher des comportements via ce qu'on appelle des événements. Dans chacun de ces comportements-là, on va pouvoir définir de manière complètement arbitraire ce qu'ils font à l'intérieur, au niveau des instructions. Souvent, en fait, ces instructions vont impliquer de modifier le state. Et lorsque le state est modifié, le composant va réagir, d'où le nom de la librairie React, et à partir de là, il va réactualiser l'affichage. Il va réafficher notre composant, il va re-render. Alors, je ne te cache pas que je vais plutôt utiliser le mot-clé re-render plutôt que réactualisation de l'affichage. Okay, donc voilà, et même c'est un terme qui est très utilisé dans la communauté React, que ce soit dans les posts internet ou dans les vidéos sur internet.
Alors, maintenant qu'on a compris la théorie, on va tout de suite prendre un cas pratique très simple pour que tu puisses comprendre vraiment cette notion de flux, qui est très importante en React. Là, tout de suite, ce que je vais avoir envie de faire, c'est remplacer bonjour vie par 1. Nickel. Et ce que je vais chercher à faire, en fait, dans ce premier exemple, c'est de incrémenter cette valeur-là. Alors, première chose qu'on veut faire, c'est définir un state, donc la data dynamique. Pour ce faire, en fait, on va passer par une fonction qui va s'appeler useState. Et useState, en fait, c'est une fonction spéciale fournie par la librairie React et qui va nous permettre de définir un state. Alors souvent, ces fonctions qui proviennent de la librairie React, elles vont porter le nom de hook. Et tu vas les remarquer par le mot-clé use au début. Donc là, on a useState, mais on va aussi avoir useRef, useContext, ainsi de suite. Donc là, tu es en train d'apprendre ton premier hook, useState. Alors là, je vais chercher du coup à importer automatiquement cette fonction de la librairie React. J'importe useState de la librairie React, nickel. useState, c'est une fonction. Et comme c'est une fonction, je peux l'appeler. Donc parenthèse. Ce que useState va prendre en paramètre, c'est ce qu'on appelle une valeur d'initialisation. Donc autrement dit, la valeur que je veux que mon state ait au tout début, par défaut. Donc là, en l'occurrence, je vais lui donner le nombre 1. Je sauvegarde, nickel, il n'y a plus d'erreur. Superbe. Alors useState va me retourner un tableau que je vais ranger dans une variable que je vais noter, que je vais nommer tableau. Nickel. Alors là, je te la fais courte, parce que tu n'as pas forcément besoin d'aller dans les détails de ouf. Mais en gros, ce tableau-là, tu peux le déconstruire pour aller récupérer en son premier index cette valeur d'initialisation 1. Et là, tu lui donnes le nom de la variable que tu veux. Donc là, en l'occurrence, on va l'appeler vas-y, compteur. Nickel. Et compteur pourrait être modifié que par une seule fonction, c'est une fonction dédiée qui porte le terme de setter ou mutateur. C'est le terme technique. Setter c'est en anglais et mutateur en français. Cette fonction-là, elle sera accessible via le deuxième élément du tableau. Et tu l'appelles comme tu veux, mais par usage, par convention, on va l'appeler set plus le nom du state. Donc là, en l'occurrence, compteur. Et voilà. Là, si je sauvegarde, nickel, j'ai plus de message d'erreur. Et là, donc, pour résumer, à la ligne 5, je viens de définir un state que j'ai initialisé à 1, le nombre 1, que je récupère dans une variable compteur et que je ne pourrai modifier qu'avec sa fonction dédiée, son setter ou son mutateur, que j'appelle setCompteur. Ok? Et distingue bien ici le terme définir un state de initialiser un state. Ok? Donc je définis un state que j'initialise à 1, que je récupère dans une variable compteur et que je ne pourrai modifier qu'avec setCompteur. Ok? Nickel. Alors une fois que j'ai défini ce state-là, donc de la donnée dynamique, je vais pouvoir ensuite la projeter sur mon affichage pour le rendre dynamique lui aussi. Donc pour cela, je vais prendre compteur là, je vais le mettre au niveau de mon affichage et je vais remplacer par compteur. Mais si je sauvegarde, il m'écrit compteur. Et oui, parce que là en fait, React comprend que je veux qu'il affiche le mot compteur et non la variable compteur. Pour qu'il comprenne que ce soit la variable, je vais devoir passer par ce qu'on appelle une interpolation GSX. Une interpolation GSX, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire je quitte temporairement le monde du, en l'occurrence GSX, parce qu'interpolation GSX, pour accueillir autre chose que du GSX. En l'occurrence ici du JavaScript. Donc là, pour ce faire, je vais me mettre au niveau de compteur, et au lieu d'écrire simplement compteur, je vais le piéger entre deux accolades, et là il comprend bien que c'est la variable 1. Et pour m'en assurer, je vais le mettre au niveau de mon state en haut, et je vais changer 1 par, je sais pas, 10 par exemple. Sauvegarde, et là direct, il a 10. Super, mais là si je mets 8, pareil, ça va très bien. Je vais revenir à 1, nickel. Et là du coup, là, maintenant, j'ai l'assurance, la garantie que mon state, il est bien branché à mon affichage. J'ai bien projeté mon state au niveau de mon affichage. Superbe. Alors là, mis comme ça, on pourrait dire, bon, c'est pas très intéressant, on est simplement en mode read-only. Ce serait pas mal, c'est de rajouter un bouton qui me permettra d'augmenter la valeur de ce state-là. 1, 2, 3, il faut que je clique dessus. Alors du coup, facile, je me mets au niveau de mon affichage, et là, je vais rajouter un bouton. Je clique dessus, et là, je vais dire que dans mon bouton, il va avoir le mot-clé au niveau de son label, incrémente. Nickel. Je sauvegarde, et là, j'ai une erreur. Et c'est normal. Parce qu'en fait, React est incapable d'envoyer plus d'un élément GSX à la fois. Il ne peut en envoyer qu'un seul. Donc du coup, l'astuce, elle est super facile. Il suffit simplement de sélectionner tout ça et de le piéger dans une div. Voilà, du coup, je vais faire ça. Commande -p, contrôle -p. J'écris wrap. Et là, je vais écrire div. Et voilà, nickel. Je sauvegarde. Ça me fait une petite formatage automatique. Et là, du coup, j'ai bien mes deux éléments d'affichage, H1 et bouton, dans un autre élément d'affichage global, div. Okay, donc tu l'auras peut-être compris au passage, un petit point vocabulaire. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que là, j'ai tout mon affichage et qu'à chaque fois, là, ici, j'ai un élément d'affichage à l'intérieur, un deuxième élément d'affichage. La raison pour laquelle je dis ça plutôt que balise, c'est parce que c'est pas tout le temps des balises, tu verras par la suite. Alors maintenant que j'ai mon bouton, je vais pouvoir rendre mon affichage interactif pour l'utilisateur. Et pour cela, je vais vouloir brancher un comportement au niveau de mon affichage. Pour cela, je vais me mettre au niveau de l'élément d'affichage
qui m'intéresse. Et je vais pouvoir ajouter en fait un événement. Alors au niveau des événements en React, c'est exactement les mêmes que les événements en HTML, sauf que tu vas devoir les écrire en camel case. Donc là en l'occurrence, c'est onClick, nickel, avec un C majuscule, attention. Et là sur cet événement onClick, je vais vouloir brancher un comportement, donc interpolation JSX, les accolades, parce que je quitte le monde du JSX pour accueillir un comportement qui sera défini en JavaScript. Et ces comportements-là, je vais l'appeler handleClick. Voilà, nickel. Ce comportement handleClick, il n'est pas encore défini, c'est normal. Je vais le définir juste ici au niveau de la case comportement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau des comportements, ça va être très simplement des fonctions. Et ces fonctions-là, bon, bien sûr, je peux écrire mot-clé fonction là, mais par préférence personnelle, moi, je vais avoir tendance à réserver le mot-clé function pour les composants fonctionnels, pour les noms de fonctions. Et ensuite, à l'intérieur, les comportements ici, je vais utiliser des fonctions fléchées. Donc, du coup, je vais passer par le mot-clé const. Donc là, nickel, je vais prendre const handleClick. Et ce que je veux dire ici, c'est que handleClick, c'est, donc verbe être, donc signé égal, une fonction fléchée qui va admettre en instruction un certain nombre de choses. Et là, encore une fois, on décide ce qu'on veut de manière complètement arbitraire. Alors, par réflexe, ce que je vais avoir tendance à vouloir faire, c'est tout de suite vérifier si mon comportement est bien branché à l'affichage. L'une des solutions, c'est d'utiliser la fonction alerte. C'est pratique, c'est visuel et c'est facile à utiliser. Et en message d'alerte, je vais par paresse utiliser en fait le nom du comportement. Je le mets à l'intérieur et je sauvegarde. Il y a rien qui se passe et c'est normal parce que ce comportement-là, il va être déclenché uniquement au niveau du clic, lorsqu'on va cliquer sur le bouton. Et en effet, hein, si je me mets au niveau de mon navigateur ici, je clique, je peux me rafraîchir ici, hein, nickel. Et là, lorsque je clique sur incrémente, j'ai bien handleClick qui est affiché ici. Nickel. Là, j'ai la garantie que mon comportement est bien branché à mon affichage. Super. Il existe aussi une deuxième méthode pour brancher un comportement au niveau de mon élément d'affichage. C'est celle qui consiste à se dire, bon, en React, un événement, il reçoit, dis-toi vraiment ça de manière, par souci de simplicité et pour faciliter le raisonnement, un événement en React, il reçoit toujours une fonction fléchée. Et cette fonction fléchée, tu as deux méthodes. Soit tu la définis d'abord là-haut dans la case comportement et ensuite tu envoies une référence à cette fonction fléchée. Et attention, tu ne mets pas les parenthèses, hein. Sinon ça va essayer de m'exécuter ma fonction. Voilà. Donc on retire les parenthèses pour envoyer vraiment que la référence. Soit tu vas te dire, cette fonction fléchée, je vais directement la définir à l'intérieur de l'interpolation JSX. Et là, si je sauvegarde, je clique sur incrémente, nickel, ça me donne toujours la box alerte. Alors ça, c'est pratique lorsque ton comportement, ta fonction n'a qu'une seule instruction. Tiens, d'ailleurs, du coup, je vais pouvoir retirer la colonne ouvrante et la colonne fermante, retirer le point virgule, sauvegarder, nickel. Là, si je vais sur incrémente, ça me fait bien handleClick toujours, nickel. C'est pratique lorsque tu n'as qu'une seule instruction. Sinon, je t'encourage plutôt par défaut à rester sur la première méthode où tu définis vraiment le comportement à l'extérieur de ton affichage. Comme ça, c'est bien séparé. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire, on va rester sur ça. Hein. handleClick ici. Hop, j'envoie une référence à mon événement et surtout, je ne mets pas les parenthèses. Et je sauvegarde. Si je clique sur incrémente, ça me sort bien ma petite alertbox. Super. Alors là, ce que je vais faire tout de suite, c'est une erreur monumentale. Je ne veux pas que tu la fasses. Je ne veux pas te la voir faire. Je ne l'ai jamais faite. Je ne l'ai jamais vu faire. Vraiment, j'insiste dessus de ouf. Mais je vais passer par là pour que tu comprennes. Là, au niveau de mon state, encore une fois, hein, je ne vais pas te voir faire cette erreur-là. Je vais remplacer le const par un let. Nickel. Là, du coup, au niveau de mon comportement, je vais me dire, quand handleClick est déclenché, est appelé, je veux que tu augmentes compteur de 1. Donc compteur égale compteur plus 1. Nickel, super. Et pour m'assurer que tout se passe bien, pour vérifier le passage, je vais installer des console log avant et après. Donc là, je vais faire compteur, nickel. Clac, 2 points, clac, superbe. Je vais en mettre un avant la réassignation à la ligne 11 et un deuxième juste après la réassignation. Superbe. On est bon, nickel. Là, je refresh tout. Donc là, si je clique sur incrémente, j'ai bien ma box alerte qui apparaît là, à la ligne 9. Hein. J'appuie sur OK. Mais j'ai pas mon affichage qui change. Bizarre, peut-être c'est un bug. Vas-y, je reclique sur incrémente. Toujours la box alerte. Ça change toujours pas. Super bizarre. Je sais d'être un petit peu curieux. Je vais regarder au niveau de ma console. Et là, je remarque que j'ai bien un compteur qui passe de 1, puis à 2, puis à 3. Mais en haut, ça ne change pas. Et ça, en fait, c'est dû à ce que je te disais tout à l'heure. On ne modifie jamais un state directement. On passe toujours par son setter. Son setter dédié ici. En l'occurrence, 6 7 compteurs.
Et là, en fait, tu viens de voir l'intérêt de passer par le setter. C'est qu'en fait, un setter, il va non seulement modifier la valeur du state, et comme je dis tout à l'heure, lorsque le state est modifié, le state d'un composant est modifié, le composant va réagir et updater l'affichage automatiquement. Et il est là tout l'intérêt en fait d'utiliser un setter. C'est le mot-clé automatiquement. On n'a besoin de rien faire. On ne se charge jamais de modifier l'affichage, on laisse React s'en occuper pour nous. Ok? Donc là, on va le voir là tout de suite. Hein. Premièrement, je vais enlever le côté compteur, là, cette abomination, je vais la commenter. Je vais passer par le setter dédié, setCounter, qui est une fonction, et qui donc admet en paramètre, donc parenthèse, la nouvelle valeur du state. Là, en l'occurrence, c'est compteur plus 1. Je copie, je colle à l'intérieur, je sauvegarde, et là, regarde, si je refresh tout, je clique sur incrémente, j'ai bien la box alert handle click, et là, ça passe à 2. Je reclique dessus, box alert, ça passe à 3. Nickel. Alors, si tu es malin, tu as remarqué qu'en fait, là, même si au niveau de l'affichage, j'ai 3, j'ai pas 1, 2 et 3. Et ça, c'est dû au fait au comportement asynchrone d'un setter. Retiens simplement qu'en fait que c'est asynchrone, te casse pas plus la tête que là, on en a besoin uniquement dans les cas de debug assez avancés. Là, on n'a pas besoin, franchement, voilà. Retiens juste que c'est asynchrone, on verra ça éventuellement plus tard. Okay. Nickel, donc là, on va retirer alerte, parce que ça me gêne un peu. Là, incrémente, ça passe toujours aussi bien. Et on va passer de let à const. Hop là, je sauvegarde, je refresh mon navigateur, j'incrémente, ça passe toujours aussi bien, nickel. Là, je ferme le console, j'en ai pas besoin. Et je vais retirer ces consoles-là. Nickel. Donc je résume. On a défini un state ici, qu'on a initialisé à 1, et qu'on récupère dans le compteur. Je le projette ensuite au niveau de mon affichage, au niveau de mon titre H1. Pour modifier ce compteur, j'ai installé un bouton auquel j'ai branché un comportement handleClick via l'événement onClick. Dans ce comportement handleClick, je lui demande simplement de modifier mon state et de l'incrémenter de 1. Et je le fais via le setter dédié setCounter, qui va non seulement modifier la valeur du state, mais en plus, lorsqu'il a fini de modifier la valeur du state, il va actualiser l'affichage avec la nouvelle valeur du state. Il va donc réafficher le rendu, il va donc re-render. Et là, tu viens d'avoir un flux complet entre les trois boxes. On part du state, puis affichage, puis comportement, puis state, et puis ensuite affichage réactualisé. Okay, et ainsi de suite à chaque fois que je vais faire des coups de clic là, dans incrémente. Alors maintenant qu'on a compris sur un cas simple comment fonctionnait un composant React, comment on le crée, on va passer sur des cas un peu plus complexes, comme on pourrait le voir en entreprise, dans les vrais projets. L'un de ces cas-là, c'est la gestion des listes en React. Nickel, donc là en fait on va retirer tout ça, j'en ai plus besoin. Je vais retirer les comportements, et je vais retirer le state. Nickel, je repars d'une page blanche. Je vais commencer par vouloir, dans mon affichage, ajouter un titre. Liste de fruits. En dessous de cette liste-là, je vais ajouter une liste avec plusieurs éléments. Là, en l'occurrence, des fruits. Donc, abricot, banane et cerise. Très bien. Alors, cette liste-là, elle est codée en dur. Ce que je vais vouloir faire, c'est la rendre dynamique. Donc là, tu sais comment on fait. Tu connais les bails. On va ajouter un state que je vais initialiser avec, cette fois-ci, un tableau de données. Ces données-là, à chaque fois, ça va être un objet, avec à l'intérieur une propriété ID, donc là, en l'occurrence 1, et un nom de fruit. Donc là, en l'occurrence, abricot, puis banane, puis cerise. Et là, l'ID, il va être updaté à 2, puis à 3. Maintenant que j'ai mon state dynamique, je vais vouloir le projeter sur mon affichage pour rendre l'affichage dynamique aussi. Mais actuellement, ma liste est complètement déconnectée de mon state. La preuve, hein, si je change, ici je mets le banane, je mets par exemple pamplemousse. Voilà. Dans ma liste de fruits, j'ai toujours banane, j'ai pas pamplemousse ici, en deuxième position. Donc pour cela, il y a un truc qu'il faut que tu saches avant qu'on puisse continuer, c'est que en React, j'ai tout à fait le droit de stocker du GSX dans une variable. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre par exemple un Eli. Yep là. Et dedans, il va contenir le texte Tesla. Très bien. Là, cet élément GSX, je vais le stocker dans une variable que je vais nommer voiture. Nickel, je sauvegarde. Et cet élément voiture, je peux tout à fait me mettre au niveau de mon affichage et le projeter dans mon affichage. Bien sûr, avec une interpolation GSX. Là, si je fais voiture, j'ai bien Tesla qui apparaît. Nickel. Je peux même aller plus loin et me dire qu'au lieu de stocker simplement un élément GSX dans une variable, je peux stocker un tableau d'éléments GSX dans une variable. Donc là, en l'occurrence, je vais considérer par exemple un tableau de Eli.
très bien là, comme ça. Superbe. Clac. Superbe. Et là, je vais dire par exemple Audi. Je vais mettre par exemple BMW. Et là, en troisième, je vais mettre par exemple une Clio. Très bien. Et tout ça, en fait, je vais le ranger dans une variable que je vais nommer voiture. Si je sauvegarde, superbe, formatting automatique. Et là, voiture au pluriel, je vais mettre au niveau de la ligne 20 ici et mettre juste un petit S. Et là, si je sauvegarde, j'ai bien Audi, BMW, Clio et ensuite ma chaîne abricot, banane et cerise. Bon, bah là, du coup, tu as compris. Hein. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre state qui contient notre tableau de fruits ici. Je vais boucler sur ce tableau-là et ensuite, je vais retourner un à un des éléments ELI à partir de mon tableau. Et ça va se faire via la méthode map. Alors là, direct, ce que j'ai envie de faire, c'est retirer tout ça. Hein. Nickel, superbe. Donc là, j'ai que Audi, BMW, Clio, superbe. Là, du coup, je vais changer tout ça par... Ah, déjà, là, tu vois un truc que j'ai oublié de faire, parce que j'ai défini un state, mais je ne l'ai pas récupéré dans une variable. Bon, bah, je vais le faire là tout de suite. Const, clac. Je vais lui donner le nom fruit, au pluriel, et set fruit. Et ça, c'est pour récupérer le tableau, les éléments qui ont été définis dans mon state ici. Superbe. Là, je vais retirer voiture et voiture, parce que j'en ai plus besoin. Lui, du coup, je vais remplacer voiture par fruit. Et là, du coup, il va me dire, ouais, mais non, je comprends pas. Et c'est tout à fait normal, parce que là, on est en train de lui retourner des éléments JS à l'intérieur du JSX. Ça, c'est pas accepté. Là, j'ai mon tableau fruit. Comme c'est un tableau, j'accède à un certain nombre de méthodes, dont la méthode map, qui, elle, va me permettre de boucler sur mon tableau fruit et de me retourner un autre tableau dont les éléments vont être les éléments du premier tableau transformés par une certaine fonction qu'on va préciser là tout de suite en paramètre de la fonction map. Donc là, en l'occurrence, alors ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais franchement, suis-moi, c'est super simple. Hein. Donc là, en fait, je vais devoir préciser une fonction fléchée. D'accord? Avec un nickel. En paramètre de cette fonction fléchée là, de là jusqu'à là, ok, je vais préciser ici, dans les parenthèses, chacun des éléments du tableau. Et là, je vais faire référence à chacun d'entre eux via la variable que je vais nommer fruit. Superbe. Pour chacun de ces fruits-là, je veux qu'il me return un élément GSX, LI. Et à l'intérieur de ce LI, je veux qu'il m'affiche le contenu de la variable qui se situe au niveau de la propriété nom de l'objet fruit. Donc là, en l'occurrence, c'est fruit, nom. Et là, la première fois, il va considérer cet objet-là, abricot. Ensuite, il va me return un premier élément LI avec le nom qui se trouve dans le premier objet abricot ici, dans le premier objet qui est là. Superbe. Ensuite, dès qu'il a fini, il va recommencer avec le deuxième objet, pamplemousse, puis ensuite cerise. Il va me stocker tous ces éléments LI qui en chaque fois ont le nom approprié dans un nouveau tableau, et ce tableau-là, il va ensuite être affiché à l'intérieur de mon UL. Superbe. Et c'est pour ça que du coup, lorsque je sauvegarde, premièrement, ça me fait un joli formatting automatique, mais en plus, ça m'affiche tous les éléments qui sont là. Et voilà. C'est comme ça que fonctionne la fonction map. Alors, on peut refactorer tout ça un peu plus proprement. Là, en fait, on n'a qu'une seule instruction dans ma callback à l'intérieur de la fonction map, de la méthode map. Donc, du coup, je peux retirer le return qui est là. Je peux retirer cette première accolade là et cette accolade fermante. Je peux retirer le point virgule. Et là, si je sauvegarde, nickel, ça marche très très bien. Et voilà. Donc, voilà pour un petit rappel sur la méthode map de tous les tableaux. Alors, déjà là, je vais remettre le state comme il était au début avec banane. Superbe. Là, j'ai donc ma liste d'éléments qui est affichée. À partir de là, je vais vouloir rendre mon affichage un peu plus intéressant pour l'utilisateur. Et pour cela, je vais vouloir, dans ma liste de fruits, pour chacun des éléments, afficher un petit bouton là qui va me permettre de supprimer l'élément en question. Alors déjà, je sais que ce n'est pas au niveau de mon state qu'il faut réfléchir, c'est pas au niveau de mon comportement, c'est forcément au niveau de mon affichage. Et là en particulier, c'est au niveau du UL et des éléments ELI. Là, du coup, je vais mettre un bouton, nickel, et je vais mettre un petit X ici pour le supprimer. Je sauvegarde, formatting automatique, superbe. Et là, du coup, au niveau de mon affichage, je vais vouloir ajouter un comportement qui va me permettre de supprimer le ELI de ma liste de fruits ici. Bah là maintenant, tu sais comment on fait. Tiens, ça c'est bien. Tu vois, essaye de réfléchir en même temps que moi, poser la vidéo et dire, bah attends, comment est-ce que je ferais? Tu vois? Et là, clairement, tu as toutes les notions pour le faire. Là, du coup, je vais mettre au niveau de mon bouton. Ok. Je sais que je veux que quand je clique sur mon bouton, il me supprime mon élément. Ah, c'est facile, je vais passer par onClick, nickel, hop là, interpolation GSX, et sur clic de ce bouton-là, je veux que tu me supprimes l'élément. Bon bah c'est facile, je vais appeler ça handle
delete. Franchement, tu l'appelles comme tu veux. Jusqu'à handle delete, je trouve que c'est parlant. Je mets ici, handle delete, du coup, il n'est pas défini, c'est normal. Je copie, je me mets au niveau du comportement, je vais le définir juste ici. Fonction fléchée, const handle delete, c'est une fonction fléchée qui admet en instruction un certain nombre de choses. Là, je vais changer, pour vérifier le branchement, je vais mettre un console log. Superbe. Par paresse, je vais prendre handle delete, je mets à l'intérieur de console log, je sauvegarde. Il n'y a rien qui se passe, c'est normal parce que handle delete, ce comportement-là, ne va être déclenché que sur clic au niveau du bouton. Là, j'ouvre ma console pour être certain de voir ce qui se passe. Là, il y a un petit warning, je t'expliquerai ça juste après. Mais en gros, là, si je clique sur abricot, je suis censé voir handle delete qui est console logué. Nickel, nickel et nickel. Superbe. J'ai bien 3 handle delete. Alors, là, ils te mettent le petit message de warning. C'est pas bloquant, mais en fait, en simple, en React, pour des raisons de performance, lorsque tu utilises une liste dans ton affichage, React va se dire, bah attends, si jamais la liste change, je ne vais pas chercher à modifier toute la liste, mais uniquement des éléments de la liste. Pour ce faire, il va falloir du coup trouver un moyen d'identifier, de singulariser chacun des éléments de ma liste. Et il le fait via le mot-clé key. Et c'est exactement ce qu'il me dit en fait dans ma console là. Attention, chaque enfant de ma liste doit avoir une unique clé. Alors du coup, concrètement, je vais me positionner dans mon affichage au niveau du LI et je vais me dire que chacun des LI va accueillir une key, l'attribut key, et chaque key, là tu mets n'importe quoi, tant que ça permet de distinguer chacun des éléments de mon tableau. Là en l'occurrence, un bon moyen de faire ça, ça serait de passer par l'ID, qui est propre à chacun des objets. Bon bah c'est facile, du coup je mets fruit.id. Et là si je sauvegarde et que je refresh, je n'ai plus l'erreur. Superbe, donc là maintenant on va pouvoir revenir sur notre comportement et me dire bon bah qu'est-ce que je peux faire pour que lorsque je clique sur mon LI en question, il puisse me le supprimer de ma liste dans l'affichage ici. Alors voilà comment on pourrait réfléchir, on pourrait se dire que idéalement, indépendamment de l'affichage et de mon state ici, dans mon comportement handle delete, ce que je veux, c'est que en paramètre, je reçois un ID. Et cet ID là, je vais faire un certain nombre de manipulations en rapport avec mon state pour pouvoir le modifier et ensuite retirer l'élément qui m'intéresse. Ok? Du coup, on va tester. Au lieu de console loguer handle delete, je vais console loguer ID. Si je sauvegarde, je me mets au niveau de l'abricot, je clique dessus. Et là, attention, j'ai pas du tout l'ID de mon fruit. Et c'est normal, parce que là, c'est comme en JavaScript classique. Lorsqu'une fonction est liée à un événement, ce que je reçois en paramètre de la fonction ici, ce n'est pas un identifiant de fruit ou quoi que ce soit, hein, c'est l'événement click. Le hack à ça, la solution à ça, c'est facile, hein. Je vais me mettre au niveau de onClick ici, et je vais me dire, bah, comme un événement, il reçoit toujours une fonction fléchée, au lieu de recevoir la référence à mon comportement handle delete, je vais lui donner une fonction fléchée qui, elle, va appeler handle delete avec, en paramètre, l'ID qui m'intéresse, l'ID du fruit. Je ne peux pas écrire ID comme ça, c'est l'ID du fruit, donc fruit.id. Et fruit, on voit bien ici qu'il vient de la ligne 21 ici, ce fruit-là. Chacun de mes éléments de mon tableau, ici dans mon state. Superbe. Bah du coup, si je me mets au niveau de mon comportement là, et que je clique sur abricot, j'ai bien 1, puis 2, puis 3. C'est l'ID. Nickel. Donc là, du coup, ce que je vais vouloir faire, c'est au niveau de mon comportement, je vais vouloir parcourir en fait mon tableau qui est ici, et grâce à l'ID, je vais pouvoir identifier l'élément à supprimer, le dégager de mon tableau, et ensuite, il va se charger de réactualiser mon affichage pour moi. Alors là, tout de suite, j'ai un problème, parce que je ne peux pas directement utiliser des méthodes qui viennent de mon state, de mon tableau du state, parce que ce serait comme agir directement dessus. Et on l'a dit tout à l'heure, on ne modifie jamais un state directement. On passe toujours par d'autres procédés. Et là, un procédé qui est assez classique, hein, c'est celle qui consiste à procéder en 3 temps. Donc la première étape, c'est celle qui consiste à faire une copie du state. Deuxième étape, lorsqu'on a fait une copie du state, bah nickel, de manière safe, je vais pouvoir agir dessus, je vais pouvoir manipuler mon state. Nickel. Et troisième étape, je vais pouvoir ensuite actualiser mon state, modifier mon state. Mon state avec le setter, attention. Hein. Donc là, première étape, hein, copie du state. Je vais dire que je vais créer une variable qui va s'appeler fruitsCopy et qui va accueillir une copie de mon state. Donc là, mon state ici, c'est fruit. Ok. Alors, pour faire une copie, je peux utiliser la méthode slice qui va me permettre de faire une copie du tableau. Et là, slice me retourne vraiment un autre tableau. C'est pas genre, il agit sur fruit à la base.
il fait vraiment une copie de ce tableau-là, et là, de manière safe, on va pouvoir manipuler dessus. L'autre manière de faire une copie de mon state, et que tu verras très souvent dans beaucoup de projets React, c'est celle qui consiste à ne pas passer par slice, et à dire, bah attends, je vais considérer mon tableau fruits, je vais l'éclater avec le spread operator, et je vais ranger du coup tous les éléments de fruits dans un nouveau tableau, qui du coup n'est pas le même tableau d'origine fruits. Okay. Et là du coup j'ai une parfaite copie de mon state fruits que je vais pouvoir accéder via la variable fruitsCopy. Là je peux manipuler mon state de manière safe dans la deuxième étape. Bah là du coup qu'est-ce que je vais me dire? Je vais me dire que je vais considérer le tableau fruitsCopy, que je vais le filtrer et que je vais le conserver uniquement les éléments qui n'ont pas été cliqués dessus. Bon bah c'est facile, filter, c'est une autre méthode de mon tableau fruitsCopy. Et à partir de là je vais dire bon bah pour chacun des éléments fruit à l'intérieur, que je vais nommer fruit, je vais conserver uniquement ceux dont l'ID est différent de l'ID qui m'a été donné en paramètre là. Voilà. Et ce tableau-là, je vais le ranger dans une variable qui s'appelle fruitsCopyUpdated. Et là, du coup, je peux passer à la troisième étape et me dire que bah, je vais pouvoir modifier mon state avec le setter dédié. Là, en l'occurrence, ce setter dédié, c'est lequel? C'est setFruits. Et là, du coup, setFruits, c'est une fonction qui prend en paramètre la nouvelle valeur du state. Et cette nouvelle valeur du state, c'est facile, c'est la copie du state qui a été updaté. Je colle à l'intérieur, je sauvegarde, et là, du coup, ce comportement, encore une fois, il ne va être déclenché que au moment du clic, que sur clic, d'accord? Je me mets au niveau de mon navigateur, je vais fermer ça, j'en ai pas besoin. Je vais refresh tout ça, superbe. Là, si je clique sur abricot, ça part, cerise, ça part, banane, ça part. Et si j'ouvre mon terminal ici, j'ai bien les éléments qui sont partis dans cet ordre-là. Nickel, je suis super content. Là, j'ai donc branché ce comportement handleDelete à chacun des LI de mon tableau. Superbe. Alors là, je vais refresh. Superbe. Alors c'est bien gentil d'avoir une liste et d'être capable de supprimer des éléments de la liste, mais ce qui serait encore plus stylé, c'est d'être capable de rajouter des éléments à cette liste quand j'en ai plus, tu vois. Donc là, on va passer à la gestion des formulaires en React. Alors là, tout de suite, ce que je vais vouloir faire, c'est mettre un peu plus de place. Nickel. Comportement, handleDelete, on va fermer un petit peu. Et voilà, j'ai ça. Alors, dans les formulaires, il faut que tu comprennes qu'il y a trois choses qui vont nous intéresser principalement. C'est quoi? Je vais nous écrire des petits commentaires. Gestion des formulaires. Du formulaire, tiens. Ok. La première chose, c'est, bon, bien sûr, la création du formulaire. Ça, on ne va pas passer 50 000 ans dessus, c'est très rapide. Deuxièmement, c'est la soumission du formulaire. Et en troisième, ça va être la collecte des données du formulaire. Nickel. Et là, on verra qu'il y a plusieurs manières de le faire. Alors, premièrement, création du formulaire. C'est pas très compliqué, hein. On va se mettre au niveau de notre affichage ici. On va se mettre en dessous de la liste. On va écrire form. Oh, là, pas très important, mais tu peux écrire submit ici. Là, ensuite, à l'intérieur de notre formulaire, on va y inclure une inputbox de type texte. Et en placeholder, on va mettre ajouter un fruit. Nickel. Super, ça apparaît bien ici. Et pour soumettre notre formulaire, on va rajouter un bouton. Et on va dire ajouter. Superbe, magnifique. Ça, on a fini, création du formulaire, c'est fait. Là, on va passer du coup à la deuxième étape, c'est la soumission du formulaire. Alors pour la soumission du formulaire, elle va se passer au niveau de mon affichage, plus précisément au niveau de mon formulaire, ma tag form, et ça va se faire via l'événement onSubmit. C'est le même événement qu'en HTML. Alors la soumission du formulaire, elle va se faire via l'événement onSubmit, auquel je vais brancher un comportement que je vais nommer handleSubmit, de manière tout à fait arbitraire. Que fait handleSubmit? Je ne sais pas, je vais le définir juste en haut au niveau de la case comportement, au niveau de la box comportement. Du coup, handleSubmit, c'est, signe égal, une fonction fléchée qui va admettre en instruction un certain nombre de choses. Là, je vais vérifier le branchement entre mon comportement handleSubmit et mon formulaire dans l'affichage avec la alerte. Nickel, et je vais mettre par exemple par paresse le texte handleSubmit. Je sauvegarde, je me mets au niveau de mon élément d'affichage, je clique sur ajouter. Nickel, j'ai bien ma alerte qui me confirme du coup le branchement entre handleSubmit et mon affichage. Ok, mais là il se refresh. Et bien là du coup on va passer en JavaScript classique. Lorsqu'une fonction est liée à un événement, cette fonction reçoit dans ses paramètres l'événement, ici de type submit.
Et là, du coup, avec l'objet événement, je vais pouvoir accéder à sa méthode prevent. Il ne me met pas de prevent default. Voilà, nickel. Que je vais appeler avec les parenthèses là pour empêcher le rechargement de la page. Je sauvegarde. Et là, du coup, si je refresh ma page et que je clique sur ajouter, j'ai bien ma box alerte, mais aucun rechargement de la page. Nickel. Magnifique. Donc là, superbe, je viens de finir la deuxième étape, soumission du formulaire. Là, maintenant, je vais passer à la collecte des données du formulaire pour ensuite pouvoir l'ajouter dans mon state. Alors, pour la collecte des données, il faut que tu saches qu'il existe deux manières de faire. Là, je vais te présenter la première manière de faire, mais ce n'est pas celle qu'on utilise le plus. Je te la montre juste pour que tu saches qu'elle existe, mais très vite, il va falloir que tu te familiarises plus avec la deuxième, parce que c'est celle que tu vas retrouver le plus en entreprise, le plus dans les projets de manière générale. Alors, la première méthode, c'est celle que moi j'appelle en mode document get element by ID like version React. Alors, tu vas voir comment ça fonctionne. Là, je vais juste la noter ici. Une règle fondamentale à savoir en React, c'est qu'on n'accède jamais au DOM directement. On laisse React manipuler l'affichage pour nous. Du coup, toutes les solutions JavaScript du type document get element by ID et query selector, ça, faut les oublier et trouver une autre solution. C'est là qu'intervient useref. Je vais en fait faire appel à ton deuxième hook que tu vas apprendre. Le deuxième hook que tu vas apprendre qui s'appelle useref. Okay, je vais l'importer directement par auto-import. Et en fait, useref, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Useref, c'est un hook, c'est une fonction de la librairie React qui, lorsqu'elle est appelée, va créer une référence, un objet référence, c'est ça le terme technique, qu'on va pouvoir immédiatement stocker dans une variable. Et cette variable-là, on va l'associer à un élément d'affichage en particulier. De sorte que lorsqu'on va appeler cette variable-là, on va pouvoir faire référence, d'où le nom du hook useref, pour ensuite le manipuler comme on le veut. Alors entre nous, useref et les références, ça ressemble vachement à un ID quand même. Voilà. Alors ça s'appelle pas un ID, mais ça marche quand même vachement comme un ID quand même. Et en l'occurrence, ici, useref, on va l'appeler avec des parenthèses. Et ensuite, on va stocker la référence, l'objet qui a été écrit, l'ID, dans une variable que je vais appeler par exemple input ref. Variable, nickel. Cette input ref, voilà, oula. Input ref, voilà. Je vais ensuite me mettre au niveau de mon affichage ici. Et là, je vais identifier l'élément d'affichage auquel je vais associer cette référence-là. Donc là, je vais mettre par exemple au niveau de input. Et je vais rajouter l'attribut ref, c'est un mot-clé, hein, auquel je vais associer input_ref. Superbe. Et là, à chaque fois que je vais appeler input_ref, donc la variable qui se retrouve ici, je vais pouvoir faire référence à mon élément d'affichage directement. Alors entre nous, ça ressemble quand même vachement à document get element by ID là quand même. Alors c'est pas vraiment document get element by ID, mais ça ressemble vachement quand même. Et là, je vais pouvoir me mettre du coup au niveau de handle submit et console logger mon input ref pour voir ce qu'il retient dedans. Input ref. Nickel. Je vais juste retirer la box alert parce qu'elle m'embête un petit peu là. Je sauvegarde. Et là, si je veux déclencher ce comportement-là, il va se faire uniquement au niveau, hop là, il va se faire uniquement au niveau du submit. Donc là, je vais devoir cliquer ici. Et là, je vois bien dans mon terminal un objet avec la propriété current. Si je l'ouvre, je retrouve bien ma balise. Je retrouve bien mon input. Et là, si j'accède à current, avec .current, que je sauvegarde, que je retourne sur mon navigateur, je reclique sur ajouter, j'ai bien ma balise. Tu vois. Et là même, si je fais .value, que je sauvegarde, que je me mets côté liste de fruits, et que j'écris, par exemple, je sais pas, fraise, que je clique sur ajouter, j'ai bien fraise qui apparaît en bas. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode pour collecter les données de mon formulaire pour ensuite les utiliser dans mon handle submit. Très bien. Alors, nous, les développeurs React, on va éviter cette première méthode par le useref. Pour une simple bonne raison, c'est que useref et inputref, là en l'occurrence, ne provoquent pas de re-render automatique de l'affichage. Et ça, c'est normal, puisque inputref ne passe pas par de state. Et donc, du coup, on ne modifie pas de state, et donc il n'y a pas de re-render automatique du composant et de l'affichage. Et ça peut être à des moments dangereux et ça peut amener à confusion. Et c'est pour ça qu'on n'utilise pas tant que ça useref pour gérer les données dans un formulaire. Alors quelquefois, bien sûr, c'est le comportement qui est recherché, mais franchement, dans mon expérience, c'est rare. C'est rare qu'on utilise useref. Nous, on va préférer surtout travailler avec le state, et c'est justement la méthode numéro 2. Alors là, maintenant, on va passer par la deuxième méthode, c'est ce que j'appelle la méthode de synchronisation descendante-ascendante. Comment ça fonctionne? Alors déjà,
je vais commenter input_ref, je vais commenter ce console-là, je vais commenter comme ça, tu pourras comparer avec celui d'après, et je vais retirer cette référence-là, dont j'ai plus besoin. Je sauvegarde, je retourne bien sur mon cas initial, avant l'utilisation de la première méthode. Ok, là je te l'ai marqué déjà ici, là, méthode de synchronisation descendante, ascendante. Alors, elle fonctionne du coup en 2 étapes. La première étape consiste à faire cette synchronisation descendante, et pour cela, en fait, on va nous définir un nouveau state. Alors, normalement, je devrais dire une deuxième partie de mon state, parce qu'en fait, tu n'as qu'un seul state par composant. Voilà, on va dire ça comme ça, un seul state, et dedans, tu as une première partie de state, une deuxième partie de state, mais bon, par abus de langage, je dis un deuxième state. Ce deuxième state-là, je vais l'initialiser à chaîne vide. Je vais le récupérer dans une variable que je vais nommer nouveau fruit, et que je ne pourrai modifier qu'avec 7 nouveaux fruits. Superbe. Je sauvegarde. Une fois que j'ai ce state-là, je vais pouvoir le prendre et le projeter sur mon affichage pour renseigner la valeur de mon input. Et ça, je vais le faire via l'attribut value. Là, quand je le colle, j'ai un message d'erreur qui apparaît ici. Et pour comprendre ce qu'il renferme, je vais changer juste la valeur d'initialisation de mon state ici. Je vais mettre par exemple Sam. Si je sauvegarde, bonne nouvelle, j'ai bien Sam qui apparaît ici. Et ça, pourquoi ça arrive? C'est parce que lorsque mon composant va vouloir render tout mon affichage, lorsqu'il va arriver au niveau de l'input, il va vouloir renseigner sa valeur. Et là, sa valeur, c'est quoi? C'est nouveau fruit. Nouveau fruit, qu'est-ce qu'il a dedans? Si je remonte tout là-haut, il a Sam. Nickel. Si je mets, je sais pas, Bob, hein, il va me mettre Bob, nickel. Superbe. Bah, si j'ai Sam, ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est ce qui est expliqué ici, c'est que si j'essaie de me placer au niveau de mon affichage ici et que j'essaie de cliquer, par exemple, de taper sur A, rien qui se passe. B non plus, C non plus. Et ça, c'est normal. C'est parce qu'en fait, ce qui commande la valeur de mon input, ici, on l'a dit, la valeur de mon input, c'est le state. Et le state, lui, il reste coincé à nouveau fruit, Sam. Et du coup, à chaque fois que je vais mettre au niveau de mon affichage et que je vais essayer de taper sur une lettre, il va faire « Ah bah non, le state, il vaut Sam, il vaut pas Sam A ou Sam autre chose, tu vois. » Ce qui se passe, c'est que on est en train d'assigner une valeur à un élément d'affichage qui est censé changer, dans l'occurrence là l'input, sans lui donner la possibilité de changer, sans gérer en fait le changement. Et pour cela, la solution elle est très simple. Il suffit simplement de l'autoriser en gérant le changement via l'événement onChange avec un C majuscule. Là, je vais écrire égal et je vais dire que au moment du changement, juste après que je tape sur mon clavier, il y a onChange, l'événement onChange qui va être déclenché et ça, à ce moment-là, je veux que tu me déclenches le comportement handle. Là, je vais mettre change. Voilà, je pourrais plus l'appeler comme je veux, sauf que handle change, c'est logique. Handle change, qu'est-ce que ça fait? Je ne sais pas. Je vais le définir tout de suite au niveau du comportement. Alors déjà, je vais fermer ça là, handle delete et handle submit. Je vais mettre ici, je vais dire que handle change, c'est une fonction fléchée qui va admettre en instruction un certain nombre de choses. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me récupérer l'événement. Et là, on est en JavaScript classique, hein. Lorsque une fonction est liée à un événement, cette fonction reçoit dans ses paramètres l'événement. Donc là, en l'occurrence, il reçoit, c'est quoi, event. Et donc là, je vais console-loguer event. On va voir ce qui va se passer. Pour déclencher du coup handle change, c'est uniquement au niveau du changement de l'input. Et l'input, comment on fait pour le changer? On se place au niveau de mon affichage et on appuie sur une lettre du clavier. Là, j'appuie sur A et là, j'ai bien quelque chose qui apparaît ici. J'appuie sur B, pareil. Et là, c'est bien l'événement onChange qui apparaît là. Nickel. Si je l'ouvre, je remarque qu'il y a un certain nombre de propriétés. C'est pas currentTarget qui va m'intéresser parce qu'il n'y a rien dedans. C'est target. Parce que là, je vois bien ma balise ici et je vois même value Sam. Je vois même la valeur qui est à l'input. Donc, si je veux récupérer la valeur qui est à l'intérieur, bah, ce que je vais taper au niveau de mon console log ici dans handle change, c'est non pas event, mais event.target pour avoir la balise qu'on a vue tout à l'heure, et en plus value pour avoir la valeur. Et là, si je sauvegarde, je me mets au niveau de Sam ici. Là, tu sais quoi, là, je vais nettoyer, boum. Si je me mets au niveau de Sam, j'appuie sur A, j'ai bien Sama. Mais si j'appuie sur B, j'ai Sama B, et C, j'appuie Sama C. Mais j'ai jamais, en un seul mot, Sam A, B, C. J'ai toujours Sama, puis Sam B, puis Sam C. Et ça, c'est normal, comme on l'a dit tout à l'heure. À chaque fois que je tape sur mon clavier, l'événement onChange est déclenché, le comportement handleChange est appelé. Si je vais dans handleChange, qu'est-ce qu'il fait? Bah, là, je récupère en fait dans eventTarget.value la valeur de mon input, mais juste après le changement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant une split seconde, la valeur que je récupère, c'est bien Sam A. Oui, mais ce qui commente la valeur de mon input, on l'a dit tout à l'heure, c'est le state qui est ici, c'est nouveau fruit. Et nouveau fruit, pour l'instant, il vaut toujours Sam. Et en fait, on l'a dit tout à l'heure, on ne change jamais la valeur du state directement.
on est toujours obligé de passer par son setter si on veut qu'il y ait un update au niveau de l'affichage. Bah là, du coup, c'est facile, tu as compris comment on allait faire. On va se mettre au niveau de handle change. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir intercepter cette valeur-là et la balancer dans le setter du state concerné pour qu'il modifie le state et ensuite, lorsque le state a fini d'être modifié, il va actualiser l'affichage. Regarde ce qui se passe ici. L'event.target.value, je vais prendre ça. Je vais récupérer en fait cette valeur-là à la volée. Je vais stocker ça dans une variable que je vais appeler value after change. Direct, juste après avoir tapé sur le clavier, je vais avoir cette valeur-là. Du coup, value after change, c'est ça que je vais console logger. Et ça ensuite, je vais le balancer directement en paramètre du setter de nouveau fruit. Donc là, je prends set nouveau fruit. Il reçoit en paramètre la valeur juste après le changement. Et là, du coup, quand j'ai fait ça, si je sauvegarde, là, tu sais quoi, je vais refresh tout ici. Là, j'ai bien Sam ici. Si je mets A, il m'affiche bien A. Si je mets B, il m'affiche bien B. Et C, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe en fait? On récapitule. Hein. Là, dans handle change, ici, value after change, j'ai la valeur juste après le changement. Donc Sam A, nickel, qui est d'ailleurs console logué ici. Et Sam A ensuite est balancé dans le setter de nouveau fruit qui s'appelle set nouveau fruit. Du coup, le state nouveau fruit, il change, il se passe de Sam à Sam A. Dès qu'il a fini de changer, il va updater mon affichage ici, il va re-render ici. Et du coup, il m'affiche Sam A. Nickel. Au deuxième coup de clavier, onChange est redéclenché, handleChange est de nouveau appelé. Ici, du coup, dans valueAfterChange, j'ai Sam AB. Bah oui, le Sam A d'avant qui y avait dans le state, plus le B que je viens de taper. Sam AB est donc envoyé dans cet nouveau fruit. Cet nouveau fruit va updater de nouveau fruit, va updater le state nouveau fruit. Quand le state nouveau fruit a été updaté passant de Sam A à Sam AB, il va updater mon affichage et afficher Sam AB. Et ainsi de suite pour Sam AC, ainsi de suite. Sam ABC, ainsi de suite. Et ça, en fait, en faisant ça, on vient de faire la deuxième synchronisation, la synchronisation ascendante. Où l'affichage, mon input ici, je vais pouvoir prendre en compte les changements qui sont tapés par l'utilisateur et updater mon state. Mon state, une fois qu'il est updaté, et ben, du coup, il va aller updater mon affichage en réponse. Aussi simple que ça. Et c'est ça que j'appelle justement cette synchronisation descendante ascendante. Et dans la majeure partie des projets auxquels tu vas prendre part, c'est surtout en fait cette deuxième méthode, synchronisation descendante ascendante, pour collecter l'information dans un formulaire qu'on va privilégier. Alors un truc à savoir, dans les projets React que tu peux voir en entreprise, on va pas écrire ça comme ça. Hein. Là, on va refactorer ça un peu. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on définit une variable, alors qu'on l'utilise que dans la ligne d'après. Donc ce qu'on pourrait faire, déjà, on peut se débarrasser du console log. Ça, je vais retirer ça. Event target value. Ça, finalement, je peux le mettre directement dans cet nouveau fruit. Et ça, je peux le coller ici. Et du coup, je n'ai plus besoin de la ligne 35. Ça, tu peux l'enlever. Ici, je vais enlever Sam. Je vais mettre directement chaîne vide. Je vais refresh mon navigateur. Et là, superbe. On peut bien taper dedans. J'ai plus de message de warning ici. Ici, ça, c'est simplement parce que j'ai useref. Je vais le retirer là. Nickel. Et là, du coup, bah, superbe. Là, tu vas du coup pouvoir comparer en fait entre handle submit ici et handle change, là, cette méthode-là. Fais bien gaffe. Hein. Ici, on avait au début input.current.value et ici on a event.target.value. Alors là, nickel, maintenant on a notre deuxième méthode pour collecter les informations de notre formulaire pour pouvoir ensuite passer à la soumission. Bon, bah, du coup, moi ce que je veux, c'est qu'au moment de la soumission du formulaire, je veux que mon state prenne en compte ce nouveau fruit-là. Bon, bah, c'est facile. Déjà, raisonnons. Tiens, pose-toi la question. Où est-ce qu'on va agir au niveau de tous notre composants? Déjà, essayer de raisonner en termes de box. Alors, ce n'est pas au niveau de mon state, parce que je n'agis pas directement dessus, on l'a dit tout à l'heure. Au niveau de notre affichage, on ne va pas agir directement dessus. Par contre, ce que je fais, c'est que c'est au moment de la soumission du formulaire. Le moment de la soumission du formulaire, c'est où? C'est onSubmit. Et onSubmit, il est géré par ce comportement-là, handleSubmit. Si je fais command-click, ou contrôle-click, c'était sur Windows, hein, ça va me ramener directement à handleSubmit. Et handleSubmit, du coup, c'est là que ça va se passer, c'est dans ces comportements-là. C'est pas dans handleDelete, c'est pas dans handleChange, c'est ici. Et en fait, une fois que j'ai tout ça, hein, je peux me dire que du coup que... Alors déjà, je peux retirer handleSubmit, nickel, l'alerte. Là, du coup, je peux me dire que dans handleSubmit, ici, je vais pouvoir rajouter, l'idée, c'est de rajouter une nouvelle valeur à mon state ici. Encore une fois, on ne modifie pas le state directement, on passe toujours par son setter dédié. Et pour cela, on l'a vu tout à l'heure, on va passer en 3 étapes. Je ne sais pas si tu te souviens. C'est 1, copie du state. OK. 2, cette manipulation sur la copie du state. Attention, on passe sur le state directement. Et troisièmement, on va modifier le state avec le setter dédié. OK.
Donc là, c'est facile. Copie du state, on va faire const fruits, copie, attention. Ça va être une copie, c'est un nouveau tableau qui va avoir à l'intérieur fruits, mon state fruits que j'ai éclaté via le spread operator. Nickel. Là, j'ai donc bien fruits copy qui est là. Nickel. À partir de là, je vais chercher à le manipuler. Alors, pour ajouter une nouvelle valeur dans un tableau, bah, c'est facile. Il suffit simplement d'utiliser la méthode push. Et je push quoi? Je push un nouvel objet ici, qui va avoir un ID et un nom. Bon, bah c'est facile. Je vais mettre ici. Je vais dire const ID égale, bon, bah un nouvel ID. Souvent, ce que tu vas voir, c'est new date. Get time. Parenthèse. Et là, je suis sûr que l'ID, il est unique parce que c'est au moment de la création ici de l'ID que j'ai bien un ID qui est unique. À partir de là, on va lui donner un nom. Le nom, c'est quoi? C'est ce qu'il y a directement en fait dans mon state nouveau fruit. Dans mon deuxième state nouveau fruit. Là, du coup, je vais pouvoir me mettre ici et dire bon bah non, c'est nouveau fruit. Et là, j'ai pas besoin de faire une copie du state puisque je suis qu'en read only. Je suis pas en train d'essayer de manipuler nouveau fruit, de changer sa valeur ou autre chose. Je vais juste la consulter, la prendre. Et à partir de là, je vais me dire bon bah c'est facile. Je vais agir sur fruits copy. Je vais dire que là, fruits copy, je vais lui pusher un nouvel élément dedans, qui va être un objet, qui va avoir pour ID l'ID que je viens de créer, et qui va avoir pour nom le nom du nouveau fruit qui est là. Là, je sauvegarde. Ensuite, à partir de là, dès que j'ai ça, fruits copy, il a du coup la nouvelle valeur. Je n'ai pas besoin de créer un nouveau tableau parce qu'il modifie le tableau de base. Et là, du coup, lorsque j'ai effectué mon push, fruits_copy a bien la nouvelle valeur. Et là, encore une fois, c'est que fruits_copy que j'ai manipulé, donc je suis safe. Je n'ai pas directement agi sur mon state fruits, enfin fruit. Là, du coup, je vais pouvoir me mettre à la troisième étape. Je vais pouvoir modifier le state fruit avec le setter dédié. Et là, en l'occurrence, c'est set fruit. Parenthèse pour appeler la fonction. Et dedans, je balance fruits_copy. Si je sauvegarde, je me mets au niveau de l'indice de fruits. Je vais taper par exemple, je sais pas, fraise par exemple. J'appuie sur ajouter plus. Nickel, j'ai bien fraise qui est ajoutée. Alors là, du coup, j'ai fraise qui apparaît là. Ce qui serait bien, c'est en fait, c'est de vider ça. Bah, du coup, je vais mettre juste après la modification du state. Je vais dire que je veux que le state set nouveau fruit, enfin le state nouveau fruit, je veux qu'il soit vide. Bon bah, je vais appeler le setter set nouveau fruit et je vais lui balancer une chaîne vide. Je sauvegarde, je me mets ici, je refresh là-haut. Hop là, nickel, ça marche. Je vais me mettre ici, je vais taper fraise et j'appuie sur ajouter. Et là, nickel, j'ai bien mon formulaire qui a été réinitialisé juste après la soumission. Alors là, petite chose, on peut refactorer un peu tout ça. Au niveau de notre push ici, là, en fait, grâce à JavaScript, on peut faire un raccourci. On peut, au lieu de mettre id, lorsque le nom de la valeur et le nom de la clé sont les mêmes dans un objet, dans une propriété, je peux supprimer deux points et le nom de la valeur et il comprend direct que c'est la même chose. Et là, regarde, je refais la même chose. Je mets par exemple, je sais pas, pastèque. Ajouter, ça marche très bien. Super. Ensuite, du coup, je vais retirer ce console log là, on n'en a plus besoin. Celui aussi, nickel. Et là, on est bon. Donc là, on résume. Et pourquoi j'insiste en fait pour faire ce petit résumé là, c'est parce que souvent en fait les gens confondent onSubmit avec onChange, ils veulent balancer du onChange avec le onSubmit et handleSubmit sur onChange. Non, non, c'est onSubmit avec handleSubmit et onChange avec handleChange. Aussi simple que ça. Et voilà, maintenant tu sais comment on gère un formulaire en React. Alors avant de continuer, on va juste faire un tout petit peu de refacto. Alors j'ai remarqué qu'il y avait dans handleDelete, il y avait un console log qui se cachait. On va refermer handleDelete. Et dans handleSubmit, ce que j'aimerais faire ici, c'est que je vais juste créer une nouvelle variable qui va s'appeler fruit à ajouter. Et lui, en fait, c'est ni plus ni moins que ça. Ce qui fait du coup que je peux ajouter ça ici. Superbe. Et ça marche exactement comme avant. Hein. Si là je retire, ça marche. Si j'écris manger, boire, et je retire manger, banane, ça marche très bien. Superbe. Je referme handle submit. Superbe. Alors là maintenant, si on descend au niveau de notre affichage, on se rend compte que tout ça au niveau du JSX, c'est un peu encombré. Et ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est de couper notre gros composant app.js en plus petits composants qui chacun va avoir une responsabilité bien définie. Donc là en l'occurrence, on va commencer avec un tout petit exemple très simple, avec celui-ci. Tu vas me dire, oui, mais pourquoi celui-ci et pas celui-là?
Bah, c'est simple. En fait, souvent, on va vouloir faire des petits composants lorsqu'il va y avoir une notion de répétition. Donc là, en l'occurrence, là, on voit bien que dans le map, là, on en renvoie plusieurs fois les LI. Et il faut que ça soit logique aussi au niveau du découpage, hein. Donc là, je vais prendre tout ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma structure de dossier. Je vais me placer au niveau, voilà, du même niveau que app, hein. Et là, je vais créer un dossier que je vais appeler component, pour composant en anglais. Dans component, je vais cliquer dessus. Et là, je vais créer un fichier qui va s'appeler fruit. Alors, là, avec un F majuscule, attention, parce que c'est le nom d'un composant. Et là, pour l'extension, on va mettre .js ou .gsx, c'est pareil, hein. Enfin, là, il comprend les deux. Là, pour l'occurrence, je vais mettre .gsx. Et là, donc, historiquement, un truc à savoir, hein, c'est qu'avant, on était obligé, dans les premières versions de React, de faire import React from React. Avec les dernières versions de React, on n'a plus besoin, donc on peut retirer ça. Et ce qu'on sait, c'est que le composant qu'on va créer là, on va vouloir l'utiliser dans d'autres fichiers. Bon bah, direct, export default. Et là, c'est un composant fonctionnel, donc mot-clé fonction, qui va avoir trois choses, un nom, des paramètres et un ensemble d'instructions. Pour le nom, on va prendre le même nom du fichier ici, fruit, avec un F majuscule, encore une fois, c'est un composant. On met des parenthèses pour les paramètres, qu'on verra après, et les accolades pour les instructions. Il va avoir un state, un ensemble de comportements et un affichage. Le mot-clé c'est render et ça sert via le mot-clé return. Et là, ce que j'aime bien faire, c'est toujours envoyer une div qui va porter en nom à l'intérieur le même nom que mon composant. Là, je sauvegarde. Pour m'organiser de manière claire, je vais prendre cet onglet-là, je vais le déplacer au milieu de cette ligne verticale ici, et là, je vais avoir en fait une vision en comparaison. Avec à gauche le composant qui est global, voilà, qui est toujours plus grand. Donc là, en l'occurrence, c'est le composant parent. Et à droite, le plus petit composant. Donc là, c'est le composant enfant. Si maintenant, je me mets au niveau de mon composant parent, je vais au niveau de mon JSX, je vais essayer de me placer à l'endroit où je veux appeler mon composant. Bon, bah là, c'est fait au niveau des ELI ici, hein, c'est tout ça, hein, que j'ai envie de remplacer. Là, je vais juste commenter tout ça avec commande K, commande C. Et ensuite, ici, je vais placer en fait mon composant fruit. C'est une balise simple. Nickel. Et là, pour l'importer, je vais me placer tout là-haut. Je vais écrire import fruit, donc le nom de mon composant, from. Et là, ça va être le chemin components slash, et là, ça va être fruit. Pas besoin de mettre .jsx, il va se débrouiller, il comprend très bien. Je sauvegarde, et là, on a déjà fruit. Superbe, nickel. Et oui, là, quand il a mappé, il a mappé ici, il a retourné autant de fruits qu'il y avait d'éléments dans le map. Alors, le vrai terme qu'on dit ici, hein, c'est vraiment des instances du composant fruit. Ça, c'est une instance, une deuxième instance, une troisième instance du composant fruit. Voilà. Sauf que moi, c'est pas fruit, le mot fruit que je... C'est-à-dire si je remplace fruit par Bob, hein, c'est bien, ça change bien ici, hein. C'est pas fruit que je veux balancer. Moi, c'est tout ça, les ELI. Alors déjà, je vais le retirer. Nickel. À partir de là, je vais prendre tout ça. Je vais couper. Je vais me mettre au niveau des return. Et là, je vais coller. Je sauvegarde. J'ai un formatting. Là, je vais juste retirer l'espace qui est là. Je sauvegarde. J'ai plus besoin de ma structure de dossier. Je peux la fermer. Et là, je vais avoir un ensemble d'erreurs. Il faut juste te laisser guider par les erreurs. C'est hyper simple. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Dans mon composant fruit, ici, dans le composant enfant, là, j'ai un certain nombre d'éléments qui sont là, qui sont consommés ici, qui sont utilisés ici, mais qui ne sont définis qu'ailleurs. Et là, en l'occurrence, fruit, il est défini ici, pour là, l'objet fruit. Et là, handle delete, il est défini là-haut. Donc, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que mon composant parent qui a toutes ces informations-là, ça serait pas mal qu'il les passe à son composant enfant fruit pour qu'il puisse les utiliser à l'intérieur. Et ça, on va le faire via ce qu'on appelle les props, les propriétés de mon composant. Et ça fonctionne exactement comme un attribut HTML. Et il faudra bien distinguer deux choses. Il y a le nom du props et la valeur du props. Donc le nom du props, je le définis comme je le veux. C'est moi qui choisis le nom. Là, on va prendre par exemple fruit info. Voilà. Et là, je vais lui donner en valeur le fruit en question. Nickel. Ce que je sais aussi, c'est qu'il va avoir besoin de handle delete. Et là, par exemple, je vais mettre en nom, je vais mettre onFruit delete. Encore une fois, le nom, je choisis comme je le veux. Et ensuite, je fais passer la valeur qui m'intéresse pour l'intérieur du composant. Donc là, c'est handle delete. Superbe. Je sauvegarde. Et en fait, il faut comprendre un truc avec les props. Ça se déroule souvent en trois étapes. Alors d'abord, on va donner ou faire passer des props du composant parent au composant enfant. Et ça se fait dans le composant parent au niveau du composant enfant. Deuxième étape, il va falloir ensuite récupérer les props dans le composant enfant. On dit aussi recevoir les props ou accéder aux props. Donc là, dans fruit ici, la manière avec laquelle on récupère les props, c'est simplement en écrivant
props dans les paramètres de ma fonction composant. Et ça se fait complètement par défaut, hein. Là, ici, il recevra toujours les props. Là, maintenant, je peux passer à la troisième étape, c'est celle qui consiste à consommer mes props. Alors là, en l'occurrence, ici, alors tu sais quoi, je vais me mettre là. Et là, ce que je vais me dire, c'est que si je veux accéder à fruits ici, ici et ici, je ne peux pas le faire directement. Je peux le faire via les props, et en particulier quel props? Celui qui s'appelle fruit info. Et là, si je sauvegarde, déjà au niveau de l'affichage, j'ai quelque chose de plutôt joli. Ça marche, je suis content. Par contre, si j'essaie de cliquer ici, ça va mettre une erreur. Et c'est normal parce qu'en fait, handle delete, il n'est pas utilisé ici, je vais devoir faire la même chose. Et là, regarde, je vais mettre ça juste à droite, au milieu. Et du coup, si je veux accéder à la valeur handle delete, je ne vais pas pouvoir écrire handle delete directement, je vais y accéder via le props. Point, et là, c'est quoi? OnFruit delete. Et là, si je sauvegarde, je me mets à droite, si je clique sur cerise, ça se barre bien. Abricot, c'est bien supprimé. Nickel, je suis content. Alors, on va nettoyer un peu tout ça. Alors là, ce que je remarque, c'est que j'ai pas mal de duplications avec props. Point. Et ce que je pourrais me dire, c'est qu'en fait, les vrais props que j'utilise, c'est fruit info et OnFruit delete. Bon, bah c'est facile. Je les copie. Je vais mettre au niveau du state ici. Et je vais me dire que je vais créer deux variables ici qui vont avoir pour nom fruit info et OnFruit delete. Et ils vont accueillir les props correspondants. Et là, si je sauvegarde, je peux déjà supprimer props.ici, ici, ici et ici. Je les retire. Là, je sauvegarde. Si je me mets à droite, je refresh, je peux toujours les supprimer. Nickel. Et là, je peux aller encore plus loin. Et je peux me dire que, alors déjà là, je vais commenter ça. Et je vais déstructurer props. Et je vais me dire qu'en fait, props, c'est un objet qui va contenir un certain nombre d'éléments, dont fruit info et OnFruit delete, que je vais vouloir extraire dans des variables. Je peux aller encore plus loin et me dire que finalement, ce destructuring d'objets, plutôt que de me dire que je reçois les props en paramètres et que j'effectue le destructuring à la ligne d'après, je peux me dire que je vais effectuer le destructuring directement en paramètres de ma fonction. Et là, du coup, je n'ai plus besoin de cette ligne-là. Si je sauvegarde, que je refresh, ça marche toujours très bien. Et là, du coup, fruit, j'en ai plus besoin. Et là, du coup, dans mon composant parent, j'ai bien fruit, qui est un composant enfant, qui contient toute la logique d'affichage d'un fruit. Nickel. Là, je vais faire la même chose avec form. Okay. Donc là, je vais mettre ici, je vais mettre dans components, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler par exemple fruitform.jsx. Très bien. Là, à partir de là, j'ai toujours pas besoin d'un port React. Je vais aller directement export default composant fonctionnel, donc function. Le nom, ça va être le même nom que celui de mon fichier. Il va avoir des paramètres, puis un ensemble d'instructions, avec un state, un ensemble de comportements et un affichage. Et en return, toujours, par souci de sécurité, je vais mettre fruitform ici. Je vais prendre ça, je vais le mettre à droite. Je sauvegarde bien. Ici, dans mon composant parent, là j'ai plus besoin ici. Je vais me positionner là où j'ai envie d'importer mon composant. Je vais écrire en l'occurrence form. C'est une balise simple. Et là, pour me faciliter la vie, je vais mettre à la fin de form, contrôle espace. Ah, d'ailleurs, c'est très bien. Là, c'est une très bonne erreur. Là, du coup, c'est pas form, c'est fruitform. Hop. Et là, c'est le contrôle espace qui me l'a fait comprendre. Et là, contrôle espace, auto-import, nickel. Et là, on voit bien fruitform qui apparaît ici. Superbe. Et là, on a bien remarqué que là-haut, au niveau de l'import, il n'y a pas le point .jsx. Il comprend très bien, il va se démerder. Sauf que moi, j'ai pas envie qu'il balance fruitform. Moi, j'ai envie qu'il balance le form. Donc, du coup, je vais couper tout ça. Et au niveau du return, je veux qu'il me retourne tout ça. Je sauvegarde. J'ai un petit formatting. Et là, en fait, il va y avoir un certain nombre d'erreurs. Et il faut juste se laisser guider par les erreurs, tout simplement. Ok, donc là, en fait, à droite, il va me manquer un certain nombre d'informations. Donc, notamment handle submit, nouveau fruit, handle change, en fait, tout ce qui est souligné en rouge en dessous. On a deux manières de voir les choses. La première méthode, je te vois peut-être venir, si tu vas me dire, ouais, mais vas-y, donc là, handle submit et handle change, on va se mettre au niveau de fruitform ici, et on va les faire passer en props ici. Là-haut, fruitform là, on va les récupérer en props, et ensuite, ça va fonctionner. Et ça marche, hein, regarde, là, handle submit n'apparaît plus, j'ai une nouvelle erreur, c'est nouveau fruit. Handle submit n'est plus souligné en rouge. Et tu peux faire ça pour les autres. Sauf que, il existe des best practices en React, où en fait, lorsqu'on crée un composant plus petit qu'on va appeler dans un plus grand, il faut que chaque composant encapsule toutes les logiques et toutes les responsabilités dont il est en charge. Donc là, en l'occurrence, notre composant il s'appelle fruitform,
Très bien. Eh bien, lui, si il a emporté avec lui tout le JSX, tout l'affichage avec le form et tout, eh bien du coup, tous les comportements qui sont branchés à son affichage et à ses éléments d'affichage, notamment là le handle submit, ils doivent le suivre. Et une autre raison pour laquelle ils doivent le suivre, c'est parce que il n'existe, ces comportements handle submit, ils n'existent que parce que le form il existe. Sinon, ils n'ont pas d'intérêt. Regarde la preuve. Là, tiens, on va juste retirer handle submit ici. Là aussi, je vais le retirer. Nickel. Et du coup, là, je vais retirer ça. Superbe. Là, regarde. Handle change et handle submit, ils sont soulignés là en jaune. Et c'est pour dire qu'en fait, ils sont déclarés, ils sont définis, mais leur valeur n'est jamais utilisée. Parce qu'ils n'ont pas de raison d'exister sans le formulaire. Donc, autant qu'ils suivent le formulaire. Donc, à ce moment donné, là, tout cela, ces deux comportements, handle submit et handle change, je les prends, je les coupe et je les mets au niveau du comportement de fruitForm. Je sauvegarde et là déjà, tu vois, là il n'y a plus handle submit qui apparaît en erreur, c'est nouveau fruit, nickel. Bah, nouveau fruit qui est là, il est là. Eh bah oui, lui, il n'est même pas utilisé dans app.js, autant le dégager et l'amener là où et le placer là où il est utilisé. Donc là, on va voir dans fruitForm au niveau du state ici. Je sauvegarde et là, il n'y a pas useState. Et là, en fait, c'est super bien, il faut juste se laisser guider par les erreurs. Clac, contrôle espace, auto-import. Et là déjà, super, magnifique. J'ai au moins le formulaire qui est affiché. Et d'ailleurs, si j'essaie de me mettre dessus, j'essaie de taper quelque chose, manger, voilà, ça marche très bien. Super. Par contre, si j'essaie d'ajouter quelque chose, ah oui, fruits is not defined. Alors pour ça, on va avoir deux manières de résoudre. Les deux vont fonctionner. Ok. Je vais faire la première méthode et je pense que c'est celle que tu as en tête. C'est celle qui va consister à dire, bon bah vas-y, je vais prendre les informations qu'il y a dans le composant parent et je vais le balancer à mon composant enfant fruitForm via les props. Et je t'assure, ça va fonctionner. Regarde. On va le faire ensemble d'ailleurs. Fruits égale. Là, fruits. Et je vais essayer de le récupérer ici, au niveau des props. Donc là, je déstructure directement. Et là, j'ai fruits. Nickel. Là, ça a disparu. Et là, il va me rester 7 fruits. Superbe. Bon, bah, du coup, je fais pareil. Je mets ici, 7 fruits égale 7 fruits. Je sauvegarde. Et là, ici, je vais les récupérer. 7 fruits. Et là, 7 fruits, il n'est plus souligné en rouge. Hein. Superbe. Et là, du coup, si je me mets ici, je refresh. Si par exemple je rentre un fruit, je sais pas, par fraise, et que j'appuie sur ajouter, nickel, ça marche. Je peux supprimer, nickel, superbe, je suis super content. Sauf que, et c'est pour ça qu'on va plutôt prendre la deuxième approche, en React, on va avoir ce qu'on appelle des best practices, là, des bonnes pratiques en React. Et l'une de ces bonnes pratiques, elle consiste à dire que lorsqu'on définit un state dans un composant et qu'il est partagé en fait à d'autres composants, s'il y a des manipulations sur ce state-là, alors ces manipulations-là doivent être définies et réalisé proche du state qui est concerné et dans le composant où on a défini le state. Donc là, en l'occurrence, le state qui est concerné ici, c'est lequel? Bah, c'est fruit. D'ailleurs, si je fais commande-clic, c'est bien celui-ci. Il faut bien distinguer deux choses. Il y a le fait de définir le comportement qui va se charger de la modification du state et ensuite, il y a le fait d'appeler ce comportement-là. Ça, c'est deux choses différentes. On peut l'appeler en dehors du composant où le state est défini, mais par contre, on doit gérer la modification proche de là où le state a été défini. Du coup, comment on va procéder? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, déjà on va fermer ça. On va se mettre au niveau de la case comportement, la box comportement, et on va créer un nouveau comportement qui va s'appeler par exemple handle add et qui va gérer l'ajout du nouveau fruit dans mon state. Ce comportement, ça va être une fonction fléchée qui va te mettre en instruction tout ce qui concerne la manipulation du state. Et là en l'occurrence, ce qu'on va se dire, c'est que handle add, lui, tout ce qu'il a besoin de savoir, c'est qu'il reçoit ici un fruit à ajouter. Donc là, on peut mettre par exemple fruit à ajouter, on peut l'appeler comme on veut, mais moi je vais l'appeler fruit à ajouter. Ok. Et là, à l'intérieur, je vais ranger tout ce qui concerne la manipulation du state. Donc là, du coup, je vais me mettre dans fruitForm, et là, je vais y aller instruction par instruction. Bon, bah là, event prevent.default, bah là, ça concerne le formulaire en lui-même, il reste ici. Là, copie du state, rapport avec le state, ça dégage. Hop, on va dans handle add et on le colle ici. Superbe. Ensuite, deuxièmement, manipulation sur la copie du state. Alors là, il n'y a pas de rapport direct avec le state, pas de state. Ici non plus, et ici encore moins. Mais par contre, fruitsCopy.push, ça, oui, on interagit avec la copie du state. Bon bah du coup, ça dégage. Par contre, je vais juste le mettre en commentaire pour que tu puisses comparer avec tout à l'heure. Là, je vais me mettre du coup dans handle add et je le colle. Et ça, je prends cette étape-là et je la mets là. Ensuite, je reviens dans fruitForm. Ici, modifier le state avec le setter. Ça, clairement, ça dégage. Par contre, ce nouveau fruit, ça reste ici. Hein. C'est en lien avec son state qui est dans fruitForm. Ok? Donc là, je prends ça. Ça dégage, je me mets ici et je colle. Superbe, je sauvegarde. Et là, du coup, je vais me mettre au niveau de fruitForm. Je sauvegarde, j'enlève les espaces qui servent à rien. Et là, tu vas me dire, oui, mais attends, lorsqu'il y a la soumission du formulaire, à quel moment, en fait, j'envoie le fruit à ajouter? Comment je fais pour push le fruit à ajouter dans le state? Bah, c'est facile.
Maintenant que j'ai défini handle add qui se charge de l'ajout du fruit ajouté, simplement en lui passant en paramètre le fruit ajouté, bah, c'est facile, je prends handle add, je me mets au niveau de fruit de forme. Déjà ça, là, tout ça, ça n'a plus rien à faire ici. Il faut le dégager là-haut aussi. Nickel. Et là, dans fruit de forme, je vais lui envoyer handle add. Je sauvegarde. Là, dans fruit de forme, je récupère le props. Et là, j'ai simplement besoin d'appeler handle add en lui balançant en paramètre le fruit à ajouter. Je sauvegarde. Si là, à droite, je refresh ma page et que je clique sur cerise, ça supprime bien. Et là, si j'écris par exemple pomme, j'ajoute. Ça marche bien, tu vois. Fraise, ça marche très bien. Je peux supprimer comme je veux. Superbe, ça marche très bien. Et là, tu vois, Fruitscopy a été remplacé par handle add. Je vais fermer handle add, superbe. J'ai aussi vu une autre erreur là, qui est là. Ça, c'est très facile, hein. On va régler ça. On va se mettre ici, on va ouvrir fruit, nickel. Et là, en fait, le key doit pas être à l'intérieur du composant. D'accord? On va le retirer, on va sauvegarder, il y aura toujours l'erreur, c'est normal. On va se mettre, ça va être précisé à l'extérieur du composant en props. Et là, c'est key, non pas fruit info, mais du coup fruit. Et ce fruit-là, encore une fois, il vient d'ici. Je sauvegarde, là, il n'y a plus l'erreur. Je refresh, il n'y a plus l'erreur non plus. Superbe. Là, encore une fois, hein, sur la manipulation du state, en rapport avec d'autres composants en forme ou d'autres composants, hein, il faut vraiment que tu vois ça comme une espèce de base de données ici, avec ces comportements qui sont assez génériques. Et eux, ils ne savent pas en fait ce qui va se passer avant qu'on leur donne une info. Ils savent juste qu'on leur donne une info et qu'ils doivent soit retirer de l'information ou en ajouter. Mais comment ils ont fait pour avoir cette information-là, ça, c'est pas son travail. Tu vois, ça se voit dans Fruitform ici. C'est ici qu'on crée le fruit à ajouter. C'est pas à l'intérieur dans handle add. Ok? Il y a une dernière chose qu'il faut que tu saches au niveau des props, c'est la notion de réusabilité des composants. Et pour comprendre ça, je vais te prendre un exemple, tu vas direct piger. Alors, jusqu'à maintenant, dans notre petite application ici, là, la feature au niveau des listes items ici, c'est que lorsque je clique dessus, ça le supprime. Nickel, superbe, je suis content. Mais imaginons que en fait, lorsqu'on clique sur ces boutons-là, ça ne supprime pas la liste item, mais ça va simplement m'afficher une petite box alerte où ça va être écrit voici mon fruit préféré, tu vois. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Là, à partir de là, tu vas te dire, bah attends, bah c'est facile. Je vais me placer dans app.js au niveau de la case comportement. Et là, je vais créer un nouveau comportement qui va s'appeler afficher fruit préféré. Nickel. Et lui, donc bien sûr, c'est une fonction fléchée, hein, qui va avoir pour instruction principale d'afficher une box alerte dedans j'aime trop ce fruit. Et ce que je vais afficher juste ici, c'est le fruit. Non, tiens, je vais écrire fruit non. Très bien, le nom du fruit. Que je vais recevoir en paramètre de ma fonction afficher fruit préféré. Okay. Pour me faciliter la vie, je vais passer par ce qu'on appelle un template literals, où je vais remplacer les guillemets par des backticks. Et là, donc ça c'est du JavaScript classique, hein. Et là je vais écrire un dollar et des accolades. Et là du coup à l'intérieur des accolades, je vais écrire fruit non, que je reçois en paramètre. Et ce qui va se passer, c'est que je vais me dire, bon attends, j'ai envie que lorsque je clique sur le bouton ici, il m'affiche une box alerte avec j'aime trop ce fruit. Bon bah tu peux me dire, bah c'est facile. Tu vas créer un autre composant genre fruit bis, tu vois. Genre un truc comme ça là, fruit bis, et là tu vas lui passer afficher fruit préféré. Bah, et à l'intérieur, tu vas devoir rentrer à l'intérieur de fruit préféré ici, et vas-y échanger. C'est un peu casse-tête, tu vois. Nous, on va préférer, en fait, dans les gros projets React en entreprise, hein, on va préférer passer par la notion de réusabilité du composant. Voilà comment ça fonctionne. On va se dire qu'on va coder une fois un composant, et on va le réutiliser plusieurs fois ailleurs, dans différents contextes, mais pour cela, il va falloir rendre ce composant-là le plus adaptatif possible, le plus flexible, le plus réutilisable possible. Et ça, on va le faire via des props, et de manière assez subtile. Je vais te montrer. Alors, en gros, on va se dire, déjà, le props, on va plus l'appeler onFruitDelete, parce qu'on ne veut pas qu'il fasse que, en fait, la suppression. On va l'appeler, par exemple, actionClick. En mode, voilà, ce props-là, il va accueillir une action au niveau du clic. On ne sait pas quelle est cette action-là. Ah oui, on ne sait pas, ça dépend du contexte. Mais on sait juste que ça concerne le clic. Le clic, voilà, on n'est pas bête, hein, on sait que c'est la croix qui est là. Très bien. Dans le composant ici, on reçoit non plus le props onFruitDelete, mais actionClick. Et ici, on exécute du coup le props actionClick. Nickel. Et là, du coup, il faut que tu retiennes un autre truc. Ça, c'est un principe qui est tout le temps valable. Lorsqu'on veut rendre un composant générique, flexible, réutilisable, on fout tout en props là-haut. Ok? Donc là, en gros, tout ça, là,
On ne veut pas que ça soit spécifique et que ça convienne que dans ce cas-là. On ne veut pas le préciser à l'intérieur du composant, on le fout là-haut dans les props. Donc là déjà, je dégage ça. Je vais aller me mettre au niveau de fruits et de ces props-là. Et là, au niveau de la valeur du props, c'est là que je vais balancer. Action click. Et du coup, ce n'est pas action click ici, c'est précisément handle delete, comme on avait fait au tout début. Et ce n'est pas du coup fruit info, parce que là, ça va être fruit, ce qui provient d'ici. Je sauvegarde. Et là, du coup, dans mon composant ici, action click, je vais le mettre au niveau de l'événement onClick et je vais le balancer là. Ce qui fait que du coup, voilà comme il faut lire ça. Il faut dire, bon bah, mon bouton, quand je clique dessus, il va me déclencher un comportement action click. Lequel, bah je sais pas. C'est ce que je vais recevoir en props là-haut. Bon bah en props, je reçois quoi? Dans ce cas-là, je reçois handle delete. Et là, c'est l'ID. Superbe. Bah là, je sauvegarde ici, je sauvegarde là, je vais me mettre ici à droite. Là, si je clique sur cerise, ça me le supprime bien. Pareil, abricot, nickel, ça me le supprime bien. Superbe. Et là, regarde la magie du truc. Si maintenant, je fais, mais vas-y, en fait, dans un autre contexte, voilà, on n'est pas sur cette page, on est sur une autre page, ou alors tout simplement, tu as changé d'avis. Voilà, j'ai plus envie de provoquer une suppression lorsque je clique sur l'élément, j'ai envie d'afficher la box alerte. Bon, bah du coup, je vais prendre ce comportement-là, afficher fruit préfet, et là, je vais changer le comportement. Je vais dire, bon, bah là, au lieu de supprimer l'élément, je vais l'afficher. Et j'ai pas envie d'afficher son ID, j'ai envie d'afficher son nom. Et là, je sauvegarde. Et là, regarde, si je refresh à droite, je clique sur cerise. J'aime trop ce fruit cerise. Banane, j'aime trop ce fruit banane. Superbe. Et tu as remarqué, hein, j'ai pas du tout touché au composant à l'intérieur. Et là, du coup, mon composant il est hyper réutilisable. Et c'est vraiment ce qu'on va préférer en entreprise. Dans les gros projets, hein, et même à titre personnel, tu verras. Parce que tu codes une seule fois fruit et tu utilises plusieurs fois dans différents contextes. Et là, ce qu'on vient de faire ici, là, juste ici, avec les props là, ça porte un nom, c'est un terme technique pour ça, on appelle ça raise the event. En gros, on a soulevé l'événement vers le haut, on a précipité ça vers le haut, comme des bulles d'une boisson gazeuse qui monte tout en haut de la bouteille. Et c'est toujours ça le principe, lorsqu'on veut rendre un composant générique, tout ce qu'on veut rendre générique, on fout là-haut dans les props. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est aller un peu plus loin. C'est de dire, mais attends, fruit en fait ici, est-ce que ça serait pas mal si en fait ça marcherait un peu comme bouton? Là, tu vois le bouton, là, cette balise bouton, bah, il a un événement onClick. Et on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, en fait, comment fonctionne le onClick avec le bouton. On ne sait pas. Et quelque part, ça nous rend plutôt service. Et ben, on va raisonner pareil, mais à l'échelle de fruits. On va se dire qu'en vrai, ici, je vais écrire onClick. Comme ça, on a l'impression que sur la balise fruit, le composant fruit, sur le props onClick, ça ressemble vachement à un événement quand même. Ça va déclencher ce comportement-là qu'on a précisé juste ici. Mais ça pourrait être n'importe quoi. Et là, du coup, à droite, ce n'est plus action click, mais onClick. Du coup, ici en bas aussi, c'est onClick. Et là, du coup, il faut distinguer deux onClick. Alors, déjà, si je clique dessus, ça fonctionne toujours bien. Très bien. Là, c'est un onClick de props. Ici, c'est un onClick de props. Et ici, c'est un onClick de props. Par contre, ici, c'est un onClick d'événement. Et là, tu le vois, hein, il y a une coloration syntaxique qui différencie les deux. Et le fait, en fait, de donner aux props le même nom que l'événement qui est relayé vers le haut, c'est fait complètement à dessein. C'est fait complètement volontairement. C'est parce qu'en fait, on veut instaurer la notion de black box, de boîte noire. On ne veut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de fruits. Nous, on veut juste, en tant que ton collègue, on veut juste savoir que, ok, toi, tu as créé un composant fruit, moi, je veux juste le consommer. C'est tout ce qui m'intéresse. Et toi, tu vas leur dire, bah nickel, toi, mon composant fruit que je t'ai créé, d'accord? Toi, te casse pas la tête. Je t'ai créé un événement, en vrai, c'est un props, hein, mais on fait genre, je t'ai créé un événement onClick sur lequel tu peux te brancher et tu mets le comportement que tu veux, fais-toi plaisir, vas-y, et il te fera exactement la même chose au moment où tu vas cliquer dessus. Comment ça se passe à l'intérieur? Mais t'as pas à t'en occuper, mec. Je l'ai déjà géré pour toi. Et ça, coder comme ça, c'est très 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 appréciable en entreprise, sur les gros projets, parce que c'est ça, travailler en équipe. Et là, tu commences à passer à un stade où tu ne codes plus pour toi-même, tu codes pour les autres. Tu codes pour tes collègues, tu codes pour ton équipe. Quand tu crées un composant, il va être réutilisable. D'accord? Un composant n'est pas utilisé qu'à un seul endroit, il est utilisé dans différents contextes. Et là, tu le verras très souvent ça, hein, dans les gros projets. Parce que ça offre des degrés d'abstraction qui sont très intéressants. Cette notion de black box, très 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 intéressante en React. On a des composants qui sont vraiment complètement isolés, sur lesquels on a déjà travaillé, et nous, on a juste besoin de les consommer, un peu comme un composant qui sortirait de Bootstrap ou d'un élément Bootstrap, ou voilà. On ne sait pas comment il a été fait à l'intérieur. On sait juste qu'on se branche via un certain nombre d'attributs ou un certain nombre d'événements. Bah là, ça fonctionne pareil. Sauf que là, maintenant, toi, tu es capable de le faire. C'est ça qui est cool.
Et là, du coup, on peut distinguer deux types de communication entre composants via les props. Le premier type de communication, c'est une communication qui est descendante via les props. Et là, dans ce cas-là, on veut juste relayer les informations d'un composant parent au composant enfant. Dans ce cas-là, le props va souvent porter le même nom que la valeur du props. Par exemple, ici, handle add. Là, du coup, handle add égale handle add. Nickel. Et dans ce cas-là, on a une approche modulaire du composant. Mais quelquefois, on veut aller plus loin et rendre ces petits composants-là réutilisables. Et dans ce cas-là, l'intention, elle ne part pas du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. Et là, dans ce cas-là, on est dans une communication qui est ascendante, du composant enfant vers le composant parent. Dans cette configuration, le props n'a pas le même nom que la valeur, puisque je ne sais pas ce que je vais lui balancer en props, en valeur de props. Ça va dépendre. Quelquefois, ça va être une fonction. Quelquefois, ça va être un comportement qui va afficher une box. Quelquefois, ça va être un comportement qui va supprimer un élément. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Donc du coup, je lui donne un nom le plus générique possible, par exemple un nom d'événement, pour qu'il puisse être compréhensible par les autres collègues, ou même moi-même dans 6 mois, lorsque qu'est-ce qu'il faisait exactement ce composant-là, tu vois. Et bien là, c'est écrit on click, tu vois, sur le clic de ce bouton-là. Donc là, tu vois, en fonction de la source d'intention, du haut vers le bas ou du bas vers le haut, le props ne va pas avoir le même nom. Et sur certains projets, ça peut être assez troublant quand tu regardes du code de d'autres personnes. Et bien maintenant, tu seras capable de comprendre ça. Et ça, c'est un skill, quand tu maîtrises ça, tu deviens très intéressant pour n'importe quel type de projet. Parce que tu peux faire gagner du temps. On code une fois, on réutilise plusieurs fois dans différents contextes. Félicitations, donc maintenant tu as couvert les notions les plus importantes en React qui vont te permettre alors déjà de te faire une idée sur la librairie et deuxièmement de commencer tes premiers projets de manière complètement autonome. Tu sais maintenant ce que c'est qu'un composant, quelles sont les 3 boxes à l'intérieur qui permettent de provoquer des changements au niveau de l'affichage de manière automatique, jamais directement. Tu sais aussi gérer des listes de données en React. Tu sais aussi gérer des formulaires et ajouter aux listes comme aux formulaires des comportements que tu peux customiser, que tu fais comme tu le veux. Tu sais aussi travailler proprement en découpant un gros composant en plus petits composants qui vont chacun avoir une responsabilité bien définie. Et là, du coup, tu as une approche modulaire des composants, mais tu sais aller plus loin aussi et les rendre réutilisables pour toi et dans des contextes différents, ou pour tes collègues ou les gens de ton équipe. Et si tu souhaites aller plus loin dans ton apprentissage de React, ou si ton objectif c'est de devenir développeur React, je te retrouve tout de suite en bas dans le lien de la description. Mais avant de terminer cette vidéo, je voulais faire un énorme big up à quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, c'est Lior Shamla. Il m'a beaucoup inspiré pour faire cette formation. Il avait fait une première formation en fait sur les class-based et du coup je me suis dit je vais reprendre tout ça et l'updater en fait avec les nouveautés de React en une seule vidéo. Et franchement, allez voir ces vidéos, il est génial ce gars-là. Un gros big up à Lior Shamla. Et bien sûr, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne.